Tairou Kongakou est un homme politique plus actif dans les années 60. Il est né à Djougou, dans son village paternel, en 1913. Il fit ses études primaires élémentaires à l'école régionale de Djougou de 1920 à 1929, la seule école de la région qui possédait le second cycle complet, 2 cours préparatoires, 2 cours élémentaires et 2 cours moyens. Il entra à l'école primaire supérieure Victor Ballot en 1929. 2 ans plus tard, il réussit au concours d'entrée à l'école William Ponty de Gorée à Dakar, où il sortit instituteur adjoint du cadre commun secondaire de l'Afrique occidentale française, l'AOF. Le président Kongakou est un modèle pour moi. D'abord, c'est quelqu'un qui est calme. Il n'est pas brutal. Et c'est quelqu'un qui aime le travail. Il aime le travail. Si vous travaillez bien, vous êtes son ami. C'est quelqu'un qui aime le développement, notamment de sa région. C'est lui qui a lutté pour que Djougou devienne cercle de Djougou. Bon, donc, pour moi, c'est mon modèle. C'est lui que je suis. Parce que tout petit, il m'a influencé. C'est un homme qu'il faut imiter. Un homme qui aime son pays et qui, durant toute sa vie que moi j'ai connue, n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Il débuta dans la vie comme instituteur adjoint en 1934 et affecté à Abidjan en Côte d'Ivoire où il séjourna de 1934 à 1940. C'était dans ce territoire qu'il fit ses services militaires obligatoires. Incorporé dans l'armée en 1935 comme soldat de 2e classe, il termina sa durée légale en 1936 avec le grade de sergent africain. Tairou Kongakou reprit alors son métier d'instituteur au Dahomey, où il servit successivement à Cotonou en qualité d'adjoint, à Bembereke et à Djougou comme directeur du scolaire pendant 16 ans. L'école régionale existait avant qu'on ne l'affecte ici. Mais quand il est arrivé, il a tellement sensibilisé les gens, les populations, parce que le milieu de Djougou était réticent à l'école française. Les gens ne voulaient pas. Parce qu'ils pensaient que si vous allez à l'école, vous ne pouvez pas être un bon musulman. Donc, les gens n'étaient pas d'accord. Mais à force de sensibiliser, les gens ont donné leurs enfants à l'école. Comme l'école régionale, qui est devenue école centre, ne pouvait pas tout contenir, il a fait créer l'école de Kili. C'est lui qui a fait créer l'école de Kili. Et on appelait ça école quartier. Donc on a décongestionné l'école centre et certains sont partis à l'école Kili. Ce n'est pas à Djougou seul. L'école dans laquelle nous nous trouvons, c'est une école qui a été créée par le vieux Tairou Kongakou. On va se dire comment se fait-il que l'école ne porte pas son nom. C'est quelqu'un qui est tellement modeste que ne veut pas poser des actes qui forcément le déterminent. Il veut poser les actes qui, c'est-à-dire dans la discrétion. Il a lutté lorsqu'il était enseignant au niveau de l'école centre de Djougou, dans la première école. Il a lutté pour qu'il y ait encore plus des écoles parce que avec son combat, un bon nombre le comprenaient. La sensibilisation qu'il faisait pour que les parents envoient les enfants à l'école, ça a commencé par porter ses fruits. C'est de là qu'il a eu l'idée quand même de créer une autre école. Et de là, la première école qui a été construite, c'était, après l'école centre, c'était l'école Kilir. Bon. De là, il a continué et créé encore une autre école, c'est-à-dire être l'initiateur de la création de notre école qui est l'école Batoulou. Et l'école Batoulou, maintenant, on se retrouve en dernière position, ça fait partie de ces œuvres-là, l'école Tepaba où nous sommes aujourd'hui. Et les gens ont pris l'habitude d'envoyer leurs enfants à l'école. Aujourd'hui, il y a des cadres parmi eux, mais au départ, ce n'était pas facile. Il fallait lui, pour que la sensibilisation, les gens soient d'accord à envoyer leurs enfants à l'école française.
Il fit une brillante carrière dans le corps enseignant de 1934 à 1959. C'est le plus cher souvenir que Tairou Kongakou a du plaisir à évoquer. Il a eu à assurer les études primaires et l'éducation sur son toit des jeunes gens et des jeunes filles qui font aujourd'hui la fierté du Nord Bénin. Papa est pétri de compétences selon moi, surtout la carrière d'enseignant. L'enseignement pour lui, c'est un art. Il a formé tant et tant de jeunes gens, en un mot, comme hommes, comme filles. Lorsqu'on était à l'école, il était le directeur. Donc, on est arrivé au CM2, il fallait passer le CPE et ce qu'on appelait en ce temps-là le concours de bourse. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas admis à ce concours de bourse et classé dans un rang bien placé, vous n'allez pas au collège. C'est à partir de cette liste qu'on classe les gens qui vont aller au collège. Moi, j'avais un problème. C'est que mes parents étaient au Ghana. Et j'étais chez un oncle ici, qui ne s'intéressait pas tellement à l'école. Et pour passer ce concours de bourse, il y a une fiche qu'il fallait remplir, qu'on appelait notice bleue. Donc, c'est vos parents qui remplissent, ils disent ce qu'ils ont, combien de champs ils ont, de moutons, etc. On ressent tout ça là, pour pouvoir vous accorder la bourse si vous êtes admis. Moi, quand j'ai remis le papier à mon oncle, il a refusé de remplir. Il n'a pas signé. Le jour où on a ramassé, j'étais le seul qui n'avait pas rempli la fiche. Et j'ai commencé par pleurer. Mon maître m'a amené chez le directeur, qui était le président Tairou Kongakou. Et voilà un enfant qui se débrouille, mais qui n'a pas rempli la fiche. Le directeur a dit, tout simplement, mettez orphelin. Il a mis orphelin partout. Si bien que là où il faut mettre ce que le papa a, la maison, les champs, combien de moutons, etc., on a mis orphelin, orphelin, orphelin. Et ça m'a permis d'aller au concours de bourse et de réussir. J'ai été classé, il n'y avait pas d'enseignement secondaire ici, j'ai été classé à Cotonou. Et je lui dois beaucoup. Et cette mention orphelin-là a fait que le commandant de cercle, ici après la signature du directeur, le commandant doit contresigner. Quand il a signé, il a mis une mention. Et le gouverneur qui était à Porto-Novo a vu ça. Il a écrit au collège où j'étais classé que c'est un enfant à surveiller de près. Tout ce que je fais, je veux qu'on me donne. Et c'est ainsi que durant ma scolarité secondaire, tout ce que je voulais, j'étais classé au collège au pied. Tout ce que je voulais, on me donnait les timbres, le savon, tout ce que je voulais. Donc tout ça là, grâce au président Tairou Kongakou. Si vous regardez dans Djougou, que ce soit notre génération ou la génération avant nous, ceux qui sont cadres, qui ont été intellectuels dans Djougou, sont les élèves de Tairou Kongakou. C'est lui qui les a formés. Il a gardé certains, il a laissé d'autres à leurs parents, et aujourd'hui, nous jouissons de ce que nous sommes aujourd'hui. Il ne connaît même pas les parents. Il y en a qui sont du Borgou, qui l'a gardé, qui ont été des cadres, qui ont été des enseignants. Il y en a qui sont de la Takora Nord. Il y en a qui sont de Djougou. Donc il en gardait. Et son souci, c'était que ces enfants-là réussissent à devenir quelque chose. La plupart des cadres de notre génération, c'est lui qui a fait que nous sommes là. Après l'obtention du diplôme d'aptitude professionnelle DAP et du certificat d'aptitude professionnelle TAP, Tairou Kongakou atteignit le grade d'instituteur hors classe en 1959, date à laquelle il quitta l'enseignement pour entrer dans le corps du commandement où il servit à Niki en qualité d'adjoint au commandant de cercle, puis sous-préfet. En 1962, il fut nommé dans le corps des administrateurs d'Aomé et muté à Tanguieta où il fut nommé préfet par intérim du département de la Takora en septembre 1963.
Il termina sa carrière de fonctionnaire avec le grade d'administrateur dahoméen de première classe, 3e échelon, en 1965. Djougou était une subdivision de Parakou. On dépendait de Parakou. C'est lui qui a lutté pour que Djougou soit lui-même cercle de Djougou, qui allait jusqu'à Bassila, Waké, tout ça là, était dans le cercle de Djougou. C'est lui qui a lutté pour ça. Deuxièmement, je vous ai parlé du barrage qui donne de l'eau aujourd'hui à la ville de Djougou. C'est lui qui est l'initiateur. Mais au moment où on devait réaliser le barrage en 1958, lui n'était plus dans les rouages politiques. Vous avez un certain nombre de services qui n'étaient pas ici. Et que grâce à lui, on a pu avoir. Vous savez que depuis le temps colonial, il y avait un service qu'on appelait les grandes endémies. Service des grandes endémies. Après, dans l'Afrique de l'Ouest, il y avait au Dahomey en ce temps-là, 2, Nati Tengu et Djougou. Donc c'est lui qui a lutté pour que ce service s'installe ici. C'est lui qui a lutté pour qu'il y ait la gendarmerie. Il n'y avait pas de gendarmerie à Djougou. C'est les gendarmes de Parakou qui venaient faire la ronde ici. C'est lui qui a lutté pour créer, pour que la ville soit en sécurité. Il n'y avait pas de douane. C'est en son temps qu'on a amené la douane. Il y a d'autres choses. Donc je peux dire que ce que nous avons aujourd'hui, c'est lui qui est à la base. C'est lui qui a commencé. Il n'a pas tout fait, mais il a commencé. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Taïru Kongakou a été adjoint au Conseil général du Dahomey. Il est aussi membre de l'Assemblée territoriale du Dahomey. Notre pays était la colonie française. Donc nous étions sous le régime colonial. Et quand on parle de 1944, ça évoque quoi? Ça évoque la Seconde Guerre mondiale, en pleine Deuxième Guerre mondiale, lorsque la France, par rapport à ce qu'elle subissait à l'époque, au cours de cette Deuxième Guerre mondiale, avait besoin, plus que besoin, de la participation de ces colonies, aussi bien sur le plan matériel, logistique, que sur le plan militaire, à savoir des soldats. Il faudrait aller au fond. Et à ce niveau-là, comme la France avait déjà organisé ces colonies en grands ensembles, il y a eu cette rencontre à Brazzaville pour comment l'Afrique ou les colonies françaises en Afrique pourraient contribuer à faire face à ce phénomène-là. Et c'est pendant ce débat que l'une des conditions que les colonies posaient, ce qui revenait chaque fois, c'est de pouvoir se libérer du joug colonial. Parmi les grandes résolutions, c'est qu'après la guerre, les colonies devaient pouvoir évoluer vers un autre statut, le statut d'autorité politique. L'autorité politique impliquait quoi? L'autorité politique signifie que les colonies de la France, que la France possédait en Afrique, devaient pouvoir être représentées à l'Assemblée nationale française. Progressivement, à partir de 1946, les premières élections vont commencer. Et c'est à partir de ce moment-là que les territoires et les colonies doivent pouvoir connaître du point de vue administratif. On appelle des cercles, on parlait des cercles, on a des cercles, on parlait donc des circonscriptions électorales. Donc c'est dans ce cadre-là que Kongakou Taïru, déjà au niveau des années, les premières élections de 1947, nous serons parmi les premiers conseillers élus dans le Nord. Il fait partie des premières élites de Djougou. Donc c'est lui qui a été le premier enseignant de Djougou. Il est d'ici. Et le premier politicien de Djougou. Il a été le premier conseiller de Djougou. Il y avait une assemblée à Porto-Novo qu'on appelait assemblée territoriale. Et lui, il représentait
toute la région de Djougou, ce qui est devenu aujourd'hui le département de la Donga. Il était le conseiller. Et à ce niveau, il était tellement attaché au développement qu'il a lutté. Il a lutté pour que Djougou, qui était une subdivision administrative dépendant de Parakou, il a lutté pour que l'Assemblée vote une loi qui érige Djougou en cercle. Donc Djougou est devenu cercle de Djougou. Et c'est ce cercle-là qui est devenu aujourd'hui le département de la Donga. Il fut membre et responsable du section du premier parti politique Union progressiste dahoméenne, UPD, de 1945 à 1951. Ce mouvement éclata en 1952 au moment de la désignation des candidats aux élections à l'Assemblée nationale française. Le Nord Dahomey créa alors son premier groupe politique, le Mouvement démocratique dahoméen MDD. Terry Kongaku était le cofondateur et secrétaire général adjoint du dit parti. Il fut membre du parti de 1952 à 1957. C'est lorsque, pour la seconde mandature, en 1951, pour dire il faudrait que, pour le parti unique, là, il faut reconduire à Piti, député sortant. Et là, cette fois-ci, il y a les conflits ont été très ouverts, ceux qui étaient déjà contre son choix dès la première législature de 1947. Là, on dit cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. Mais Kongaku Tahiru n'était pas parmi les gens qui sont contre. Une fois que, dans leur propre sein, ils n'ont plus voulu le reconduire, tête de liste, on a dit, ben, s'ils ne veulent pas le reconduire, ils quittent leur liste pour une autre liste, l'Union française. Et c'est dans ce cadre-là, vous ne verrez pas que contre cette affaire. Donc, c'est resté toujours dans l'optique de l'unité de la commune, de la colonie. En 1951, un autre phénomène va se poser. En 1951, cette fois-ci, puisque pour la première mandature, il n'y avait aucun représentant parmi les élus dans la partie septentrionale de notre pays. À cette première liste, en 1947, on dit, bon, demande à ce qu'il y ait au moins l'élu de la partie septentrionale sur la liste de l'Union progressiste dahoméenne. Lorsqu'ils ont empêché, ils ont refusé qu'il y ait un élément sur la liste de l'Union progressiste dahoméenne en 1951, alors les élus, l'ensemble des élus du Nord, avec ou sans l'Union progressiste dahoméenne, eux aussi, ils iront à ces élections-là à l'Assemblée nationale française. Surtout que la France avait accordé un deuxième siège à la colonie du Dahomey. Et c'est à ce moment-là, avec ou sans l'Union progressiste dahoméenne, eux aussi, ils iront à ces élections. Donc, c'est ainsi qu'ils ont créé, le premier parti qu'ils ont créé là, c'est le groupement ethnique du Nord Dahomey. C'est ce groupement ethnique du Nord Dahomey qui va évoluer pour prendre le nom Mouvement démocratique dahoméen, le MDD. Et c'est ce MDD qui deviendra RDD, Rassemblement démocratique dahoméen. Et auquel parti, bien sûr, Kongaku Tahiru. Conseiller territorial à Djougou de 1946 à 1956, il fut battu aux élections territoriales de 1957. À Djougou ici, au moment où il a perdu les élections vers 1957, qui ne l'a pas insulté? Les adversaires politiques ont monté des gens, ils ont monté des jeunes. Il n'a jamais dit un mot, il n'a jamais répondu. Mais quand il est revenu à la surface, il n'a pas fait une politique de, comment on appelle ça, de rendre le coup pour le coup. Il n'a pas fait ça. Il a considéré tout le monde sur le même pied d'égalité. L'opposition de Paul Darbou, celle d'Antoine Tokor contre la liste MDD et la création dans le Nord UNIDAO ont marqué une nette division dans le Nord. Terry Kongaku et Baba Moussa, découragés, amenèrent le reste du MDD à l'Union démocratique dahoméenne, UDD, en 1958. Kongaku démissionna en 1959 et n'a appartenu à l'UDD que pendant 2 ans. Vous avez vu, en 1955, déjà, on tendait déjà vers les dépendants. Et c'est par rapport à certaines visions que, entre les deux personnages, Aromandegbe et Apiti, par rapport
à leur divergence, jusque-là, ça fait que ça a eu un impact au niveau du parti, des gens qui sont fidèles à Maga. Parce qu'il y en a aussi, ne nous voilons pas la face, il y avait des gens qui avaient des choses à reprocher à Maga. Et les problèmes étaient allés jusqu'à un niveau où les gens se disaient que de plus en plus que les gens méprisaient la partie septentrionale. Donc, on développait cette idée-là. Et Kongaku s'est vraiment fait sentir comme quelqu'un qui voulait fondamentalement le respect, je dis bien le respect des intérêts des uns et des autres. Il se présentait comme un réconciliateur. Il veut réconcilier parfois des tendances qui sont difficilement réconciliables. C'est ce qui constitue ces malentendus. C'est-à-dire qu'il était incompris par rapport à certaines positions qu'il détermine. Parce que vous voyez, quand des conflits, des tensions à un niveau déterminé, là, c'est souvent difficile. Et par rapport aussi à des positions du point de vue intellectuel, par rapport à des positions, c'est réellement son problème, c'est le fait qu'il soit en face des personnalités fortes, qui ne veulent pas modérer par rapport à leur position. Et c'est ce qui fait que ceux qui l'amènent s'attendent à ce qu'il agisse dans le sens pratiquement comme lui imposer quelque chose à faire. Et lui-même, il ne se sentait véritablement pas à l'aise dans ces postures-là. Il a une vision par rapport à l'entente, par rapport à la cohésion, et de l'autre côté, des gens qui veulent régler des comptes à travers sa personnalité. En décembre 1963, il entra dans le gouvernement provisoire du général Christophe Soglo en qualité de ministre des TP, Télécommunications et Tourisme. Lorsque le président Hubert Maga fut renversé par un coup d'État orchestré par son conseil militaire, le colonel Christophe Soglo, Kongaku a été élu à la tête de l'Assemblée nationale. Il était le secrétaire général adjoint du Parti démocratique dahoméen, PDD, le nouveau parti national. Il a été président de l'Assemblée nationale du Dahomey de janvier 1964 à novembre 1965 sous l'étiquette PDD. Le 29 novembre 1965, le général Christophe Soglo a arraché de force le pouvoir à Justin Aromandegbe et l'a remis temporairement à Kongaku, qui a été chargé de former une coalition nationale pour mettre fin au régionalisme qui a dominé la politique dahoméenne à l'époque. Le gouvernement Kongaku se composait de lui-même et 4 technocrates, une nomenclature qui traduisait sa vision de l'homme, de la situation. Il y a eu une crise politique en 1965. Il était président de l'Assemblée nationale. J'étais au lycée Tofa, à Porto-Novo, lors de la crise. D'ailleurs, je ne pouvais pas sortir parce que mon feu père à son âme, avait demandé à ce que je reste à l'internat. J'étais déjà à l'internat. Les sorties, comme il y a la crise, il a préféré qu'on me garde à l'internat, de rester à l'internat parce que la ville Porto-Novo était mouvementée, je crois Cotonou aussi. Déjà dans ces troubles, il fallait chercher à réaliser l'entente et c'est dans ce cadre-là qu'il a été promu à un poste par rapport au nouveau parti national créé, ce qu'on appelle le PDD, Parti démocratique dahoméen. Par rapport toujours au contexte politique de l'époque, et Kongaku Tahiru va se voir assurer l'intérim. Parce que lorsque Aromandegbe et Apidi ne sont pas entendus, les militaires sont intervenus. Et pour pouvoir dire, on confie, quand Soglo les a mis de côté, on a confié le pouvoir à Kongaku Tahiru. Et avec un cahier de charges, ça allait dans le sens de l'unité et de l'entente au niveau de la colonie. Le régime a été contraint d'organiser des élections avant le 18 janvier 1966. Lorsque le nouveau président n'a pas réussi à le faire, le général Christophe Soglo lui reprit le pouvoir le 22 décembre 1965 par l'entremise des militaires. Les gens qui sont venus le prendre, on lui confie d'abord, c'est par rapport au poste qu'il occupe. D'abord ça. Et on dit,
dans les conditions actuelles là, par rapport à vos attributs, vous allez pouvoir faire en sorte que tout ce à quoi nous assistons, comme mésentente, comme désunion, comment faire pour que l'unité revienne. Mais dès qu'il commence, il est dans un contexte des gens, certains qui prêchent le contraire des autres. Et de part et d'autre, chaque entité, chaque tendance voudrait que ça soit la sienne qui l'épouse. Alors du coup, vous comprenez, ce n'est pas en un mois qu'il faut régler tous ces problèmes-là. On trouve qu'il ne va pas dans le sens de qu'on voulait. Donc, finalement, il est arrivé, et 24 jours après, on enlève pour dire, bon, il faut trouver encore d'autres. La belle preuve est que quand il a mis son équipe, c'est lui-même, et 4 techniciens, des techniciens. Donc, il est préoccupé par notre vision, c'est pas une vision politico-politicienne. Comment faire? À peine l'équipe est mise en place, l'équipe a combien de temps pour réfléchir, pour faire ça? Toute la question est là. Vous pouvez avoir de belles intentions, de bonnes idées, il faut quand même un minimum de temps quand même pour asseoir, pour faire partager. Ça c'est clair là. Ce n'est pas en un mois qu'il faut régler des problèmes qui ont été créés depuis 20 ans avant ou 15 ans avant. Un technocrate, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une vision technique et non une vision politico-politicienne. C'est ça la différence. C'est clair. Le technocrate, pourquoi on parle de faire la différence entre les postes techniques et les postes politiques? C'est parce qu'il y a une différence fondamentale. Le technicien, par rapport à une vision claire et nette, pour lui, ce n'est pas par rapport à quelqu'un d'intérêt. C'est la chose, la réalité des faits. Mais le politique, c'est toujours des questions de calcul. Quand vous voulez faire la confusion entre ce qui est politique et ce qui est technique, là, non. Or, quand on est arrivé dans une situation telle qu'il y a l'instabilité, tout ceci, pour cela, non, il faut faire appel aux technocrates pour la réflexion claire et nette. Et une fois que c'est fait, pour dire, maintenant, il faut mettre ça en application. Notre problème, l'un des problèmes, c'est parce qu'il y a des confusions par rapport à ça. Sinon, le technocrate est là, c'est pour éclairer le décideur, pour prendre des bonnes décisions. C'est des questions sensibles, c'est des questions aussi de bon sens qu'il faudrait. À l'époque, là, quels sont ceux qui ont été à la base, de ces problèmes? Est-ce que ce ne sont pas des hommes politiques? Donc, si les hommes politiques, ceux qui sont à la base du problème, si vous les appelez encore pour... chacun va penser, chercher à tirer le drap de son côté. Voilà pourquoi, encore, il faut amener des gens qui peuvent, de façon neutre, faire ce travail-là, dire, bon, on vous propose, et maintenant aux acteurs de procéder à la mise en œuvre. Kongaku devient ministre des Affaires étrangères en 1965 sous Christophe Soglo. Il prit alors sa retraite de fonctionnaire et homme politique à partir de janvier 1966. Pendant la présidence d'Émile Derlin Zissou, il fut désigné comme membre du Conseil économique et social et président du dit Conseil, créé en octobre 1968. Kongaku Taïrou, si on en est arrivé jusqu'à le faire confiance pour dire on vous confie ceci. S'il a été élu plusieurs fois, ça veut dire quand même c'est une personnalité qui représentait quelque chose. C'est une personnalité dont le rêve était partagé par quand même un certain nombre de citoyens. Et c'est tout ça, son rêve, sa vision, qu'on doit pouvoir chercher à connaître et à pouvoir juger pour voir en quoi ça peut servir de modèle aux générations qui montent. La réalité, c'est quoi? On l'a confié, l'intérim, par rapport d'abord au poste qu'il occupe, parce qu'il était président de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? On a dit, mais si le poste de la présidence est vacant, et c'est d'office le président de l'Assemblée nationale. Ben, si le président de l'Assemblée nationale, c'est qu'il a quand même mérité une confiance des gens. Il ne vient pas, c'est pas avec des armes qu'on vient pour être président de l'Assemblée nationale. D'abord, il faut être d'abord élu, pour être là encore, mériter la confiance des autres élus pour être là. C'est très, très important. Taï Kongaku, quelqu'un qui avait des valeurs, je dis bien des valeurs,
morale et d'éthique. Parce que, à ma connaissance, je n'ai pas appris, et par rapport... J'ai dit que je n'ai pas appris, je peux ignorer complètement. Je n'ai pas appris que par rapport à tel intérêt de la nation, il a eu A. Vous voyez? Il a eu A. Donc, question d'éthique, question de morale, question de vision par rapport à la cohésion nationale, pour moi, pour des gens qui sont de sa famille ou de sa commune, et au niveau du Bénin, la classe politique, qui cherche à savoir, à les connaître et voir aujourd'hui comment, au moins ce qui était ses forces, pourrait nous servir pour davantage avancer. Terru Kongaku est particulièrement distingué par des autorités officielles et du public dahoméen par son civisme, son honnêteté, sa conduite exemplaire, ce qui lui a valu des distinctions telles que Chevalier des Palmes académiques, Commandeur du mérite du Bénin, Commandeur du mérite social, Commandeur du mérite agricole et Grand officier de l'ordre national. Je peux dire que mon papa aime la nature parce qu'il avait son champ à lui, un grand champ d'ailleurs. Il avait un jardin. Quand il a pris sa retraite, il s'occupait de ça. C'est ça qu'il occupait. Le matin, il se lève, il va faire un tour au champ. Parfois même, quand il a des invités, c'était un plaisir pour lui de recevoir les gens dans son champ. Il avait même un jardin où, comme il aime bien la nature, il aime bien manger des crudités. Il avait dans son jardin qu'on allait chercher la salade, un peu de carottes. Il a même fait dans son jardin un peu de pommes de terre. Que ils allaient même vendre ça au Togo, au Nord-Togo, puisque Djougou n'est pas loin de la Makara. Je crois que c'est tout ça là qui lui a valu le mérite de l'ordre agricole. Il aime de la bonne ligname, qui peut faire ligname pilée. Et j'ai même eu un souvenir qui me fait rire à chaque fois. Il avait un ami blanc qu'il a invité chez lui parce qu'il avait un champ d'igname, de mangue, un peu de tout. Surtout un grand jardin. On a fait l'hors d'œuvre et le blanc est venu, il a mangé l'hors d'œuvre comme entrée. Et il y avait la sauce d'arachide qu'on a mis sur la table. Le blanc pensait que c'était aussi une entrée. Mais malheureusement, il a commencé à manger. Taille rouge, l'entrée là, elle est bonne. Taille rouge, il dit non, mon cher ami. C'est une sauce d'arachide qu'on doit manger avec l'igname pilé. J'ai eu cette variété d'igname là à Natitengu et j'ai voulu faire ça. Et comme ça a marché, je voulais faire l'igname pilé pour que tu manges ça avec la sauce d'arachide. C'est pas une entrée. Ça va faire rire, c'est ça j'ai gardé comme souvenir de lui. Parce qu'il aime souvent accueillir ses amis, il leur offre tout ce qu'il a dans le jardin. Après sa vie politique, Kongaku fut membre du Conseil de l'Ordre national du Dahomey, membre suppléant du Conseil supérieur de la magistrature et membre du Haut Conseil de la République HCR. Après avoir exercé le rôle en tant que président, assumé ses fonctions de président du Conseil économique et social, il s'est retiré. Et c'est après qu'on l'a appelé en tant qu'ancien président à être dans le HCR, au Conseil de la République. Donc, il était membre. Donc ce sont les dernières responsabilités de la vie politique qu'il a assumées. Terru Kongaku est décédé le 15 juin 1993 à la suite d'un accident tragique de circulation produit le 13 juillet 1993 sur la route inter-État au niveau de Seto. Ici, c'est là où repose l'âme du vieux. Le vieux a été enterré ici. Le papa est décédé ensemble avec la vieille. Si j'ai bonne mémoire, ça c'est le 13 juin 1993. Parce qu'ils allaient partir ensemble pour une session extraordinaire du HCR. Mais malheureusement, à hauteur de Dassa, c'est là qu'ils ont fait l'accident. Et sur champ, on nous a annoncé que la vieille n'a pas survécu et que le vieux était en coma. Et
gouvernement avait décidé de l'évacuer sur Paris. C'est quand tout était fait prêt qu'on nous a annoncé que non, le vieux ne voulait pas. Et c'est là aussi il est parti définitivement. L'accident s'est produit sur la voie inter-État de Cotonou et Niamey. Dès que ça s'est produit, l'accident s'est produit, c'est Papa Manga, paix à son âme, qui a été informé. Et c'est lui qui a envoyé son garde-corps nous chercher. Et ils ont affrété un hélicoptère pour aller le chercher. C'était, je crois que c'était sous le président Soglo, le Soglo Nicéphore Soglo. C'était Madame Véronique Lawson qui était ministre de la Santé publique. Et moi, je suis rentrée dans la salle. Donc, il m'a dit, ma fille, il avait un nom qu'il m'appelait gentiment. Il disait, tout, je veux boire ma soupe. J'ai dit, ta fameuse soupe, tu l'auras. Ça ne tardera pas. Je suis partie et il était 14 heures. Le temps que je ne reviens, je n'ai même pas tardé. Je suis allée rapidement, j'ai fait la soupe. J'ai ramené. Mais, à mon arrivée, le bol est resté hermétiquement fermé. On a pris tout, on a tapé, on a même jeté ça par terre. Ça a refusé d'ouvrir. C'est quand on a constaté qu'il n'était plus vivant que le bol s'est ouvert. Ça m'a étonné. Peut-être c'est un signe pour nous. Il a rendu l'âme avant que je ne vienne. Donc le temps de pousser le bol comme ça seulement, ça s'est ouvert. Jusqu'à on a constaté qu'il était décédé. C'est un signe. J'ai tout fait pour pouvoir lui mettre ça, même s'il est là, parce qu'il m'a demandé la soupe. J'ai l'habitude de lui faire la soupe. Papa même a demandé, parce que de par sa nature, un homme simple, modeste, il a voulu, c'est lui qui a indiqué là où il doit reposer d'ailleurs. Du président Taïrou Kongakou, ses enfants gardent le souvenir d'un bon père qui a su assurer ses responsabilités parentales malgré son statut de polygame. Le vieux a été toujours humble, il n'a jamais aimé, disons, la vie vraiment de luxe. Bien sûr qu'il a grandi, il a vécu dans le luxe. Et en tant que président de la République, ici dans le département de la Donga, on n'en a pas. Il a pratiquement été président de toutes les institutions de la République. Mais avec ça, le vieux vivait humblement. Il nous a dit ça. Ne soyez pas, disons, attachés à la vie, ne vous attachez pas à l'argent. Et voilà, nous aussi on a respecté sa culture, ce qu'il voulait, c'est sa dernière volonté. C'est pourquoi on est là. Il nous a tout légué, il nous a tout donné. La seule chose qu'il est parti avec, c'est sa politique. Il ne nous a pas laissé sa politique, mais tout ce qu'il y a comme amour, il nous a donné, comme l'éducation, il nous a donné. Et il a voulu qu'on soit vraiment des personnes responsables dans la société. Et voilà, nous sommes là. Les autres frères, les sœurs, tout le monde est là, et calmement. Il n'aimait pas la paresse. C'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler. Il aime l'honnêteté, surtout. Et c'est son franc-parler que j'ai beaucoup aimé. Quand tu as un problème, tu vas vers lui. Pépé, j'ai ci, j'ai ça. Il te dit, il ne te regarde pas. Hein? Il dit honnêtement et directement ce qu'il pense de toi. Et quand il y avait des problèmes dans la famille, où c'est des jeunes qui sont en couple, qui veulent que Pépé intervienne, il ne voit pas que c'est sa petite fille. Hein. Il dit, ah non, voilà, mon gendre, il a raison. C'est ça que j'aimais beaucoup en lui. Ce qu'il nous a laissé, il a voulu toujours qu'on soit droit, qu'on soit honnête et très gentil. Le sens du partage, surtout. Il est très social. Il disait toujours que nous, notre génération là, nous aimons trop la facilité. On aime trop la facilité. Il faut travailler, transpirer et gagner. Dès qu'on transpire et qu'on gagne là, soi-même, on est content. Surtout le travail. Et le travail bien fait. À chaque fois
Quand on lui parlait, ah, tel enfant occupait tel rang, il dit non, il doit occuper la première. Qu'on sache que il a un pépé, un arrière-pépé qui aime beaucoup, surtout le travail bien fait. Le parler, un vocabulaire, il aime beaucoup corriger ses petits-enfants. Et il leur dit, il faut occuper tel rang. Le plus, il aime toujours donner des conseils. Parfois, il se réveille surtout les week-ends. Il dit le dimanche, il se réveille, attention les enfants, vous voyez, il faut être sage, il faut bien travailler, il faut être vraiment humble dans la vie, et savoir écouter les gens, faire très attention autour de vous. Au sein des mamans, c'était la symbiose. Entre nous, on ne pouvait même pas distinguer qui était le réel fils ou réelle fille de telle ou telle maman. C'est-à-dire, on rentrait, c'est-à-dire de chambre en chambre, tu allais même te coucher chez l'autre maman, l'autre venait se coucher chez l'autre maman. C'était quand même, entre nous les enfants, il n'y a jamais eu ce problème. C'était toujours la bonne humeur, quand bien même entre nous, il y avait des capricieux. Ça ne manque pas. Mais on n'avait jamais ce problème. C'était quand même la bonne ambiance. Papa nous unissait beaucoup. Il a beaucoup aimé tous ses enfants. C'était quand même un père qui aimait beaucoup plus dialoguer avec ses enfants. Il dialoguait beaucoup avec nous. Il nous prodiguait beaucoup de conseils. Mais la violence, non, ce n'était pas pour lui. Il priorisait beaucoup le dialogue, la communication surtout. Et il nous disait, dans une famille, il faut beaucoup communiquer et que c'est la communication qui est le socle de la bonne ambiance au niveau de la famille. Terrou Kongakou est une personnalité politique qui avait une vision du développement de sa localité Djougou et du Bénin en général. En toute chose, il prônait le dialogue. C'est quelqu'un qui luttait pour l'épanouissement et le développement de la localité et de son pays, en passant par l'éducation, en passant par l'enseignement. Donc, je crois que tout part de là. Bon, durant sa politique, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui est soucieux du développement. C'est quelqu'un qui est soucieux du développement. Ce qui l'intéresse, c'est le développement du pays. Et un peu avant d'aller à l'Assemblée, c'est lui qui a été à la source pour qu'il a sensibilisé la population, qui ont cotisé. La population a cotisé, les paysans, les urbains, tout le monde a cotisé. Et le SEC de Djougou a payé un groupe électrogène. Donc dans tout le nord, c'était la première ville électrifiée, autour des années 50 et quelques. Mais électrifiée par le soin des paysans eux-mêmes. Et ça, c'est le travail du président Tahirou Kongakou. Et le barrage que nous avons aujourd'hui, le barrage sur la route de Sabarou, à quelques kilomètres d'ici, c'est lui qui est l'initiateur. C'est vrai que le barrage n'a pas été réalisé en son temps, mais c'est lui qui a initié le projet et ça a passé à l'Assemblée territoriale et au moment de réaliser les travaux, il n'était plus dans les affaires politiques. C'est quelqu'un qui est très modeste. Et comme il ne fait pas de bruit, il est modeste, il rend service à tout le monde. Ça fait que les gens ont eu confiance à lui. Ils ont confiance à lui. Si bien que s'il était là aujourd'hui, c'est certain que dans le domaine de l'enseignement, Djougou serait beaucoup plus développé que ça, notamment dans le domaine de l'enseignement secondaire. Parce que si ce n'est pas ces derniers moments-là, en dehors des CEG, on n'a aucun lycée technique, etc. On n'a rien. Mais lui, il luttait pour que ces choses-là arrivent. Je ne dis pas qu'il est pur comme un ange, hein, mais ce qu'il fait, les actes qu'il pose, aussi bien pour sa famille, pour la ville, que pour les gens qui ne connaissent pas, ça éblouit et ça couvre tout ce qui est
petite erreur qu'il peut commettre. La lumière est mise sur la durée réelle de son mandat au poste du président de la République du Bénin. Kongakou a duré près d'un mois au pouvoir, contrairement à ce qui est répandu dans l'opinion publique. Kongakou Tahirou, président de la République, ça n'a duré que 24 jours. Je suis fière de mon papa, paix à son âme. Et je me suis dit, parfois, un peu chagrinée quand même, parce qu'il a occupé tout ça là, parfois quand je pense à lui, et surtout la manière dont il est parti, ça, j'ai mal au cœur quand j'en parle. C'est dommage, vous avez vu tout, de l'enseignement, vous avez vu tout son parcours, jusqu'à sa dernière heure, si je peux ainsi m'exprimer, vous voyez tout ce parcours. Et là, ah bon, des années et des années, c'est rare qu'on parle de lui. D'aucuns même, je crois parfois, bon, je suppose que c'est pour chahuter, ils disent président de 24 heures, je crois que c'est parce qu'ils sont mal informés, parce que papa n'a pas été président de la République pendant 24 heures. Bon, quand on dit ça, ou bien nous sommes en groupe, les gens disent pour chahuter peut-être. Entre nous, parfois c'est pour chahuter, je souris. Et parfois d'autres qui le disent. Je me suis dit, bon, c'est parce qu'ils sont mal informés qu'on dise que c'est Tahirou Kongakou, paix à son âme, qui fut président de 24 heures. Ils se trompent. Quand on l'a appelé pour exercer ses fonctions, vous avez vu, il a exercé de novembre à décembre. C'est peu, mais c'est quelque chose quand même. Et quand on parle surtout des années 1963, donc, il y a des gens qui disent l'homme de la situation, l'homme de la République, ainsi de suite. Je me suis dit au moins, même si on ne parle pas, ceux qui le connaissent savent qu'il a quand même fait quelque chose. Tahirou Kongakou est un ancien chef d'État et chef du gouvernement béninois à qui les générations futures doivent emboîter les pas. Il est une icône très importante dans la vie politique de l'Est Dahomey, actuel Bénin. Notre problème, c'est quoi? Notre problème, c'est le fait que au niveau de l'histoire politique de notre pays, les responsables ne mettent pas suffisamment d'accent sur l'histoire politique de notre pays pour en tirer les forces et les faiblesses. De telle manière que Kongakou Tahirou, par rapport à sa vision, par rapport à ce qu'il avait comme rêve, il n'avait pas beaucoup d'écoute. Parce que quand vous êtes face à des gens qui, la tendance est de battre en guerre, par rapport à vous qui devez avoir une tendance modérée, vous n'êtes pas compris. Parce que quand vous prêchez certaines modérations, c'est comme si déjà vous prenez parti pour X ou Y. C'est le gros problème, ça. Et ça fait que, pour n'avoir pas été occupé des raisons par un temps, pour pouvoir apprécier ces actions, oui, c'est ce qui fait que si ce ne sont pas des gens qui se sont intéressés à la lutte politique et aux différents mouvements qui se créent, qui se fondent, qui se détruisent, vous ne pouvez pas comprendre le rôle que Kongakou a joué. Parce qu'il n'a pas eu le temps de pouvoir asseoir un système ou de contribuer à asseoir un système qui a pu donner des résultats. Vous comprenez? C'est ça. Bon, il était président de la République, mais pas intérim. Mais dis donc, en 24 jours, qu'est-ce que vous avez fait? En 24 jours, qu'est-ce que vous avez fait? Donc, si les gens ne parlent pas réellement de lui, d'abord, il faut chercher à savoir qu'au Bénin, nous nous intéressons très peu de l'histoire politique de notre pays. Ceux qui émergent jusqu'au niveau d'un pays, c'est qu'ils ont quitté d'une famille pour monter. C'est en cela que Kongakou Tahirou, qui est de Djougou, et comme on le dit, la famille royale et tout ça, ça interpelle aujourd'hui non seulement les autorités traditionnelles, les autorités politiques qui ont eu d'une manière ou d'une autre la chance d'émerger là, ça les interpelle. Ça les interpelle dans la mesure où ils n'ont pas cherché à se nourrir, s'éclairer des forces et des faiblesses de leur propre fils. Et c'est ça qui est valable pour l'ensemble
de la classe politique. La classe politique doit pouvoir nécessairement être imprégnée de tout ce qui s'est passé là, d'hier à aujourd'hui, si nous voulons laisser qu'on appelle un bon héritage aux générations à venir. Et particulièrement, bien sûr, tous ceux qui ont joué un rôle d'une manière ou d'une autre, nous devons nous intéresser à tout ça. À tous ceux-là, j'ai dit bel et bien à tous ceux-là, tous ceux qui ont eu une parcelle de pouvoir par rapport à notre pays, tous ceux-là sont concernés. Il faudrait que désormais les jeunes générations, ils disent bon, c'est notre tour, c'est une question de génération. Que ces générations-là, que ces jeunes s'intéressent au passé politique de ce pays, en bien ou en mal. C'est pour ça qu'il dit qu'il faudrait savoir ce qui s'est passé et assumer. Un peuple qui n'assume pas son passé n'a pas d'avenir. Il n'y a rien d'autre qui peut éclairer un peu pour avancer sans son passé. Ce n'est pas possible. On devait enseigner ça à l'école pour que l'élève sache dans son pays, voilà ce qui s'est passé, voilà tel type d'homme qu'on a eu. Parce que c'est des gens qu'il ne faut pas oublier. Si le pays est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à ces gens-là. Si on fait des mausolées aux anciens présidents et qu'ils figurent sur la liste des anciens présidents, pourquoi pas Kongaku? S'il y avait possibilité d'immortaliser cette icône, j'aurais préféré un monument ou un mausolée. Bon, ou une ruelle qui portera son nom. Parce que c'est un bon père, un grand homme, très aimable. Nous autres, nous sommes en train de mettre en œuvre une fondation, et d'ailleurs, nous allons essayer de tout finir parce qu'en matière de documentation, on a déjà presque fait le nécessaire. Il suffit maintenant d'aller déposer alors, ces documents au niveau du ministère de l'Intérieur pour quand même avoir une fondation. Donc, on a cette intention-là de quand même poursuivre ces pas en créant une fondation pour pouvoir mener les actions et cette fondation portera son nom.